jeunes, la génération Z, et donc je les ai finalement appréhendés dans toutes leurs particularités. Je me suis orientée vers vraiment des entreprises qui sont connues pour avoir une gouvernance un petit peu plus horizontale, avec des méthodes managériales qui sont un peu différentes. Apprendre ensemble, c'est beaucoup plus efficace que d'apprendre chacun de son côté. Bienvenue dans le temps de la relève. Je suis Marie-Noëlle Tissier, professionnelle de santé et engagée à donner la parole à celles et ceux qui agissent pour transformer notre système de santé. Soignants, managers, chefs d'établissement, entrepreneurs, ils viennent tous nous partager leurs projets, leurs initiatives et nous expliquent pourquoi cela fonctionne. La relève est en marche, alors on ouvre le micro. Avant de commencer, un mot sur notre sponsor du jour, Health Consultant. Experts du secteur sanitaire et médico-social depuis 30 ans, ils aident vos équipes à avancer, s'organiser et innover. Management, RH, stratégie, qualité, ils sont là. Si vous cherchez des pros en formation, conseil, coaching ou évaluation, vous êtes au bon endroit. Et pour les auditeurs du temps de la relève, un premier diagnostic est offert. Mentionnez le podcast en les contactant sur leur site internet healthconsultant.fr. Health, E-L-S-E. Il y a dans chaque service hospitalier des initiatives qui germent en silence. Un coin d'office réorganisé, une idée qui circule entre deux transmissions, un projet d'équipe qui prend vie, sans budget souvent, mais avec beaucoup d'envie. Ces petites graines de transformation, ce sont souvent des professionnels de l'ombre qui les portent, avec patience, conviction et surtout beaucoup d'écoute. C'est exactement ce qu'incarne mon invitée du jour. Élise Vernet est infirmière de formation, cadre de santé, passionnée de management et surtout facilitatrice d'idées. Dans cet épisode, on va parler de management participatif, d'apprentissage en équipe, d'énergie collective et même d'ateliers Lego. Oui, vous avez bien entendu. Élise nous montre qu'on peut faire beaucoup avec peu et qu'il est encore possible d'innover à l'hôpital en s'appuyant sur l'intelligence du terrain. Bonjour Élise. Bonjour Marie-Noëlle. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Ce que je vous propose pour cet épisode, c'est qu'on aborde un petit peu votre parcours, toute votre vision que vous avez du management. C'est vrai que c'est souvent un thème qui revient dans beaucoup d'épisodes, mais c'est vrai que c'est un thème qui est passionnant et je pense que ça permet aussi d'enrichir aussi nos auditeurs. Moi, j'aimerais aussi que vous nous racontiez un petit peu toutes les expériences que vous avez pu avoir sur le terrain. Et puis, bien sûr, on fait un petit peu de teasing sur ce projet Lego que vous avez pu faire. Je pense que les auditeurs doivent être assez curieux de se dire comment un atelier Lego peut se retrouver à l'hôpital. Mais avant toute chose, je vais vous laisser vous présenter. Oui, merci en tout cas pour m'avoir invitée sur votre podcast. Déjà, c'est très sympathique de pouvoir partager les initiatives, c'est vrai, qui sont sur le terrain généralement. Donc moi, je suis Élise, je suis infirmière de formation depuis 2007. J'ai travaillé un petit peu, quelques années en réanimation adulte et puis après, je suis arrivée en pédiatrie parce que je voulais devenir puéricultrice. Ce que j'ai fait, en 2016 et je suis restée une petite dizaine d'années, en pédiatrie, urgence pédiatrique. Et puis, j'ai eu des envies de management, j'ai toujours été, plus ou moins passionnée par ce sujet, puisque pendant mon année de formation de puéricultrice, j'ai eu la chance de pouvoir faire une licence professionnelle qui abordait ce sujet. Et puis, j'ai voulu devenir, manager en santé. Donc, d'abord, potentiellement avec un petit projet, de crèche et puis finalement, j'ai postulé pour être faisant fonction cadre de santé, dans l'hôpital dans lequel je travaillais. Et puis, j'ai été, donc faisant fonction cadre de santé en 2021 d'une équipe, de néphrologie et médecine interne. Et puis, j'y suis restée 2 ans et demi avant d'aller à l'école des cadres. C'est tout un parcours, hein. Donc, pour être diplômée cadre de santé avec un master 2 de management des organisations sanitaires et médico-sociales, en 2024 maintenant.
Et à la suite de mon diplôme de cadre de santé, j'ai réintégré l'hôpital dans lequel je travaillais et puis, je suis arrivée dans un service du pôle d'activité transversale, qui est la pharmacie. OK, donc on voit qu'on est parti quand même de la pédiatrie à la pharmacie, en passant par la médecine interne et la néphrologie. Déjà, vous avez quand même fait une bonne partie de votre carrière en pédiatrie. Ça a été déroutant pour vous, quand vous êtes arrivé, on va dire, dans un milieu, adulte, prise en charge, néphro, ou que vous aviez peut-être pas énormément fait, ou peut-être en stage quand vous étiez à l'école? Ouais, bon, donc j'avais quand même fait un petit peu d'adulte, hein, Mmh. après avoir été diplômée infirmière. Oui, oui, quand on m'a annoncé que j'allais arriver faisant fonction cadre et chez l'adulte, j'ai eu un petit peu peur. Mais finalement, j'étais en pédiatrie, moi, plutôt référente de la population adolescente et donc j'avais déjà plus ou moins abordé quand même, finalement, l'interdisciplinarité autour du jeune adulte, hein, puisqu'on accueillait quand même jusqu'à 16 ans pour certains patients. C'est vrai que quand je suis arrivée en médecine interne néphrologie, moi j'ai eu une équipe qui était plutôt, jeune, hein, la génération Z et donc je les ai finalement appréhendés, dans toutes leurs particularités, très dynamiques, très innovantes, créatives et donc en réalité finalement ça s'est passé en douceur et puis, quand on est infirmière, c'est vrai qu'infirmière ou puéricultrice, c'est toujours le patient qui est au cœur de nos préoccupations, donc qu'il soit enfant, adulte ou personne âgée finalement, c'est, plus ou moins la même chose et je vous dis l'équipe, voilà, c'était une équipe qui était jeune, dynamique et donc au fait, je les ai, appréhendés un petit peu, comme j'appréhendais, les adolescents en pédiatrie et voilà, ça s'est plutôt très bien passé, au départ. Et le co vous les connaissiez, vous étiez dans la même structure hospitalière, mais est-ce que c'était des équipes que vous aviez déjà, on va dire, un petit peu rencontrées quand vous étiez, en pédiatrie, ou pas du tout? Justement pas du tout et je me suis, rendue compte que quand on est, spécialisé comme ça, puéricultrice ou autre, hein, dans des services qui sont quand même plutôt fermés, Mmh. on n'a pas eu j'avais pas l'occasion du tout, je connaissais aucun des médecins et aucune personne de l'équipe, par exemple. Ce qui était, plutôt, finalement moi je suis arrivée avec mon regard vraiment extérieur sur, le service, et donc c'est vrai que les 3 premiers mois, j'ai vraiment observé, ce qui se passait et ça sert beaucoup, hein, pour un manager ça, d'arriver dans un endroit que l'on ne connaît pas du tout, je trouve. Parce qu'on a ce regard d'étonnement, Mmh. voilà, j'ai même écrit un rapport d'étonnement et ce rapport d'étonnement m'en a donné un projet paramédical de service et donc vraiment, c'est vrai que ce regard neuf que j'ai eu, m'a beaucoup servi pour la suite. Et donc vous disiez génération Z, donc sur l'équipe, c'est-à-dire une équipe, plutôt jeunes diplômés? Plutôt, jeune diplômée, donc j'avais un écart, une infirmière, qui avait beaucoup d'expérience et puis quelques-uns qui avaient, entre 5 et 6 ans d'expérience et beaucoup qui est arrivés finalement en même temps que moi, donc et jeunes diplômées, aides-soignantes et infirmières. Donc c'est vrai que quand moi je suis arrivée, il y a eu aussi un renouvellement de l'équipe. Et ça je m'en suis rendu compte en faisant un sociogramme qui m'avait été demandé par, la médecin chef de service et ça m'a beaucoup servi et maintenant je le fais, très régulièrement parce que ça permet de voir à travers, les âges et les expériences, quelle montée en compétences ils ont besoin d'avoir. C'est vrai que quand on a une équipe qui est toute jeune diplômée, on se rend compte qu'il faut les faire monter en compétences, parce que, justement, on n'a pas cette expertise dans l'équipe. Donc, je suis partie de ce constat-là aussi, pour la suite, en fait, pour les faire monter en compétences. Voilà, c'était mon objectif au départ, c'était ça. Ouais, donc en plus, enfin, c'était pas mal parce que ça voulait dire que vous arriviez en fait dans ce service où il y avait un peu tout à faire, notamment construire une équipe finalement, même s'il y avait certaines personnes, on a compris, qui étaient quand même là, depuis quelque temps. Mais voilà, avec des nouveaux qui arrivent, donc c'est vrai que ça peut être alors à la fois un avantage parce que, bah, vous pouvez aussi, construire avec eux cette équipe, mais à la fois ça peut être un peu déroutant. Je reviens sur le sociogramme parce que je suis pas sûre que tout le monde, sache exactement, ce que c'est et Mmh. comment ça se passe. Vous pouvez nous en dire un mot? Oui, tout à fait. En réalité, c'est vrai que, c'est relever, les âges
de l'équipe, de relever le niveau, le temps d'expérience, donc c'est-à-dire, l'année du diplôme. Mmh. C'est, hommes et femmes parce que ça peut permettre aussi, effectivement d'avoir une idée un petit peu sur comment appréhender l'équipe et puis on peut aller plus loin avec un sociogramme pour voir un petit peu aussi, quelle place, ont les personnes dans l'équipe. Est-ce que plutôt une position de leader? Est-ce que plutôt une position, de suiveur et cetera? Et ça peut permettre d'avoir une belle photographie de l'équipe, en tout cas, pour pouvoir, appréhender les futurs projets que l'on peut avoir, C'était à quelque qui chose on que peut vous demander. C'était quelque chose que vous aviez déjà, pu voir, dans d'autres services, d'autres expériences? Alors pas du tout, mais par contre, j'avais eu des cours de psychosociologie des organisations pendant la licence professionnelle et c'est vrai qu'on avait vu ça et finalement c'était de la grande théorie et je m'étais jamais dit qu'un jour, je mettrais, cette spécialité, au service de l'équipe finalement et c'est vrai que, ça permet d'avoir vraiment un regard, une photographie de l'équipe, qui permet vraiment de déjà d'appréhender un peu leurs besoins finalement. Ouais, c'est hyper intéressant. Moi, j'en avais un petit peu aussi entendu parler quand j'avais fait un master et c'est vrai que j'étais un peu comme vous sur le côté grande théorie et c'est la première fois justement qu'on m'en parle, donc je suis très contente qu'on puisse avoir une expérience terrain sur l'utilité du sociogramme. Vous avez pu le dupliquer ensuite après dans d'autres Oui, j'ai services? pu On le y reviendra, dupliquer. mais Ouais, ouais, bien sûr, j'ai pu le dupliquer. Ben, maintenant, en fait, ça fait partie d'un de mes outils de travail finalement, mmh, et dans le sociogramme, on a aussi les pyramides des âges et on peut se rendre compte, par exemple, là, dans mon équipe actuelle, ils ont tous entre 40 et 45 ans, et le ça veut dire qu'un jour, ils seront tous en retraite en même temps, par exemple. mmh, Donc en ouais. fait, on peut aussi se dire ça ou aussi, quand on a une équipe qui a cette tranche d'âge-là, on peut se dire aussi, bah, ils sont tous plus ou moins, experts s'ils ont toujours travaillé dans ce service-là. Donc ça peut permettre d'avancer différemment avec une équipe, d'experts où, je me base souvent sur, Patricia Benner qui a écrit «De novice à expert» dans la compétence et c'est vrai que si on se rend compte avec le sociogramme qu'on a que des novices ou que des experts, on appréhende différemment les équipes. Ouais, complètement, complètement. Mmh. Ça, c'est sûr qu'il faut aussi s'adapter, voilà, à la population que vous avez, en face de vous. 1re expérience donc de management, Mmh. cette fois-ci. Comment, on va dire, donc se sont passés, ouais, les 1ers jours, les premières semaines? Parce que ça doit être déroutant quand on va dire, on passe un peu de l'autre côté, vous étiez infirmière, puis puéricultrice et là, d'un coup, on devient, manager, donc faisant fonction, en tout cas au départ, sans, on va dire, trop de formation sur, voilà, comment on manage une équipe, comment ça se passe. Est-ce que ça a été effrayant pour vous au début ou vous êtes plongée, dans le bain directement? Bah, vous l'avez dit, hein, plusieurs fois dans vos podcasts, c'est vrai que du jour au lendemain, le vendredi, on est infirmière et le lundi, on est manager. Voilà. Effectivement, effectivement, c'est quand même, c'est un choix à faire et puis c'est vrai que ça peut être déroutant. On m'avait donné un conseil, on m'avait dit: «Ben, le matin, la première chose à faire, c'est de dire bonjour à l'équipe». Parce que la question que je me posais très innocemment, c'est: «Qu'est-ce que je vais bien faire de mes journées?» Mmh. Et donc on m'avait donné un conseil de dire bonjour à l'équipe le matin et finalement, en disant bonjour à l'équipe, on savait exactement ce qui allait se passer pour la journée. Parce que selon les problématiques du jour, déjà, on avait quelques, situations à régler, parce que bon, être cadre de santé, c'est quand même beaucoup de gestion de problématiques, hein, Mmh. c'est notre quotidien. Donc j'ai commencé comme ça et puis, j'ai appris avec l'équipe finalement mon travail. C'est eux qui m'ont aussi, orientée, vers ce qu'il y avait à faire. Bon, les plannings, ça fait partie du job et ça, c'est plutôt ma cadre supérieure qui m'a orientée sur la gestion des plannings et puis après, ben, j'ai inventé mon travail finalement Ouais, je pense et que c'est vrai puis que j'ai eu la chance d'avoir été formée. J'ai eu, une formation faisant fonction cadre, pendant ma formation, qui a beaucoup compté et qui m'a beaucoup fait évoluer, et puis des petites formations, sur la gestion du temps de travail et cetera à l'intérieur même de mon hôpital et ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée. ouais, parce que c'est vrai qu'il y a le côté aussi RH, où qu'on découvre un petit peu à ce moment-là. Mmh. Hem, Votre équipe, donc nouvelle équipe, heu
eux, ils étaient en demande déjà de quelque chose ou on va dire c'était une équipe qui se construisait plutôt facilement ou vous sentiez déjà qu'il y avait certaines choses qu'il fallait vite régler? Oui, oui, il y avait déjà des demandes, très vite, ils ont demandé, des choses, très basiques, par exemple, de savoir monter, une aspiration dans les chambres. Des compétences en fait, des capacités qui leur manquaient, dans le travail réel. Et puis, la néphrologie, la médecine interne, c'est quand même des spécialités qui sont difficiles à appréhender. Il y a beaucoup de choses à savoir, les régimes, rénaux, Mmh. les régimes d'insuffisants rénaux, par exemple, ce genre de choses, les régimes alimentaires, heu, plein de choses, et ils ont commencé à demander à être formés, à avoir des apports en fait, il leur manquait des choses. Et donc à partir de ce constat-là, j'ai écouté beaucoup, hein, les premiers mois, leurs besoins finalement, hein, faire vraiment un état des lieux de leurs besoins. Et puis, on a, commencé à donner, j'ai animé, des brainstorming pour qu'ils me donnent un peu des idées, Mmh. de petites formations qu'ils auraient voulu avoir pour pouvoir bien travailler. Et puis, bah, il s'avère que j'ai eu, un mur complet de post-it avec, des thèmes, divers et variés, des choses qu'ils avaient envie d'apprendre. Donc, au début, j'ai animé moi-même les ateliers. Donc, par exemple, montage d'une bronchoaspiration murale, par exemple, je l'ai fait moi-même. Et puis, très vite, en fait, j'ai invité des experts, de mon hôpital. Par exemple, un exemple concret, la diététicienne du service pour faire l'apport sur, les régimes alimentaires. Et puis, comme ça toutes les semaines. Et on a créé un rituel, finalement qu'on appelait les ateliers du vendredi. Donc c'était des flash formations de maximum, 30 minutes. Et ils avaient des apports comme ça en fait théoriques. Théoriques ou même, parfois on a fait des chambres des erreurs, par exemple, pour mettre en pratique, une formation continue sur la bientraitance, par exemple. Et donc on a fait ça, tous les vendredis. Et puis c'était devenu un rituel et ils réclamaient beaucoup en fait finalement de thèmes différents, dont ils avaient besoin pour travailler. Et donc ça permettait, je sais pas en quel horaire ils étaient, si c'était en 12 heures ou s'ils étaient, Alors ils étaient postés en poste de 7h36. OK. Oui. Et donc en fait oui, c'est ça. Et donc en fait, c'était vraiment un temps commun entre l'équipe du matin et l'équipe d'après-midi finalement. Ouais, donc Donc on avait j'ai choisi, en fait, c'est ça, c'est qu'à l'hôpital, on est quand même contraint en temps, en ressources humaines et cetera. On peut pas, se permettre de faire des heures supplémentaires en plus de ce qui se passe un petit mmh, peu, en ce moment. Donc on avait vraiment choisi un temps sur les transmissions finalement. Donc les mmh. transmissions se réalisaient, heu, un petit peu plus rapidement que les autres jours. Et puis on se rejoignait tous dans une salle de réunion, ou à l'office, ça dépendait un petit peu de l'atelier, pour faire l'atelier. Et c'était très libre, c'est-à-dire que ceux qui ne pouvaient pas rester ne restaient pas, ceux qui avaient envie de venir venaient. Et finalement, j'avais toujours, quand même, jusqu'à, 10 soignants par vendredi. En tout cas, quasiment tout le monde, quoi. Oui, puis c'est surtout, c'était eux quand même qui choisissaient leur thématique, si je comprends bien. Exactement. Donc, Ouais, oui, c'est ce qui paraît à mon avis, vous deviez avoir une adhésion, forte aussi ouais, de l'équipe et surtout c'est sur un format de voilà, court. On n'était pas sur une court. formation d'une demi-journée. C'est ça. Et puis bon, les médecins au début m'ont observée, puis finalement après, je les ai invités à faire 2-3 interventions, ils ont accepté. On a fait des vies ma vie aussi avec, découvrir le métier de l'intendante par exemple, ou, découvrir le métier de la secrétaire, médicale par exemple aussi. Parce que parfois il y a des incompréhensions entre les Mmh, métiers. Et ça a permis, finalement, de créer du lien, mmh. de monter en compétence dans l'équipe, d'apprendre ensemble. Et en fait, c'est ça qui m'a un peu étonnée, c'est apprendre ensemble, c'est beaucoup plus efficace que, d'apprendre chacun de son côté, quoi. Ouais, complètement. Puis je pense que c'est peut-être, il y a eu une certaine cohésion peut-être d'équipe aussi qui s'est créée à ce moment-là, à la fois avec, vous, votre équipe soignante, mais aussi avec, le peut-être le chef de service, les médecins qui justement s'ils commencent à participer aussi à ces ateliers-là, il peut y avoir un lien qui se crée,
de manière plus forte. Parce que c'est vrai que des fois, ça me rappelle un peu l'épisode que j'avais fait avec Céline Trofardi, où on se disait qu'il y avait un peu cette frontière des fois entre le monde médical et le monde soignant. Et c'est vrai que dans ces temps un peu privilégiés, ça permet aussi de se voir un peu, on va dire hors contexte, routine du soin et d'avoir un autre échange. Ouais, et puis ça donne du sens au travail aussi, et c'est ça qui est important, c'est que, si, le la médecin néphrologue fait une intervention sur, les par exemple la ponction biopsie rénale, ça donne pourquoi on surveille ça? Mmh. Voilà, parce que ce geste-là implique ça, donc on surveille ça parce que ça pourrait donner ces effets secondaires-là, et en fait, ça donne tout de suite du sens, et les soignants quand on leur donne du sens à leur pratique, ben, tout de suite, c'est beaucoup plus on est beaucoup plus attentif, en tout cas, aux signes cliniques et cetera, et ça, c'est précieux, je trouve. Complètement. Et une fois qu'on va dire, voilà, les thématiques, elles ont continué, c'est-à-dire que alors peut-être pas chaque jour, mais régulièrement, vous aviez les soignants qui, toquaient à votre porte et disaient, «Bon, bah, voilà, j'aimerais qu'on ait cette thématique-là, dans les prochains, ateliers du vendredi». Ouais, c'est ça. Mais en fait, je crois que j'ai dû faire 2 ou 3 brainstorming, sur, les thèmes. J'ai eu la chance d'avoir vraiment énormément de thèmes, à tel point qu'on a utilisé la gométocratie pour, pour essayer de trouver les thèmes qui étaient les plus importants à traiter, au plus vite. Donc, c'est ce qu'on a c'est voilà, c'était intéressant parce que tout le monde s'y est mis. Tout le monde avait des idées, hein, les aides-soignantes, les infirmières, les ASH aussi, ça me tenait à cœur qu'elles soient, intégrées également. Bon, c'est pas toujours simple, hein, voilà, c'est pas toujours facile, mais en tout cas, on a essayé et on a plutôt réussi, et d'ailleurs de ces ateliers, il y a des projets qui ont été, finalement plus poussés, à l'extérieur des ateliers, comme un projet un peu, prise en charge des soins palliatifs qui en fait, les ateliers revenaient souvent, et donc les soi finalement, j'en ai fait un projet à part entière, par exemple. Ouais, c'est vrai que Parce ça peut qu'ils avaient vraiment un l'idée vrai germe besoin. à ce moment-là et on se dit: «Il y a peut-être quelque chose à faire». Exactement. Ouais, c'est assez intéressant parce que c'est vrai que c'est, encore une fois des choses on va dire simples, c'est sans budget bien sûr. On n'est pas sur un budget formation, on est juste, sur un temps qu'on dédie, 1 fois par semaine. Après, en termes de temps de travail, je me doute quand même que vous, il y avait un temps d'organisation, à prévoir dans votre, dure journée de cadre de santé. Mais je pense qu'après les bénéfices, ils sont énormes, et l'impact que Absolument. ça peut avoir derrière. Bah, de toute façon, c'est ça qui m'a montré un petit peu aussi, qui a commencé à me forger ma posture professionnelle de cadre de santé, parce que on se rend compte d'abord qu'il faut être exigeant avec soi-même en tant que cadre de santé. Il faut être de proximité, hein, ça, pour le coup, pour, écouter, savoir les besoins du terrain, il faut être sur place, c'est sûr. Ça m'a obligée à être là un petit peu tous les vendredis finalement aussi, hein. Donc c'est sûr que c'est une exigence de «présentiel» entre guillemets, hein. Donc ça forcément, ça m'a aussi, heu, montré qu'il y avait une exigence, dans la posture de cadre. Ça ne coûtait rien, mais ça coûtait, de l'engagement. Mmh. Ça a créé de la motivation, mais il en fallait aussi. Et puis, c'est vrai que là, pour le coup, le cadre, il est f on en reviendra peut-être après dessus, mais en tout cas, c'est là où j'ai vu que le cadre était un facilitateur, hein, de voilà, j'ai organisé les ateliers, j'ai aussi, des fois, parfois, tourné autour de l'équipe en disant: «Allez, ça y est, c'est l'heure quand même, là, il faut y aller». Quand il y avait des journées un petit peu plus difficiles, par exemple, ou une baisse de motivation, ce qui arrive. Complètement, c'est vrai que le la posture de cadre, elle est compliquée parce que souvent on le voit déjà d'une manière très hiérarchique, encore à l'hôpital. On en avait parlé quand on avait préparé cet épisode ensemble du management assez vertical, dans l'hôpital et c'est vrai que la notion de facilitateur, c'est quelque chose qui, fleurit maintenant un petit peu de plus en plus dans le système de santé, mais je pense qu'on l'expérimente encore. On y est, voilà, on commence tout doucement, et je pense c'est important, notamment, voilà, à travers, par exemple, cet épisode et puis je sais que, voilà, vous essayez aussi de rendre visible un petit peu toutes les choses que vous essayez de Mmh. mettre en place, de montrer qu'il peut y avoir un autre type, de C'est ça. management
et avec cette notion de: «Je suis là pour faciliter», De créer un d'apporter environnement. Créer un exact. environnement qui est propice à l'apprentissage entre pairs et aussi, ben, c'est vrai que l'hôpital public aujourd'hui rencontre des difficultés, sur tous les plans, financières et cetera et que, hem, si on veut pas être dans un petit peu dans la négativité, mais rester positif, hein, management, positiviste comme, dit Loïc Martin dans son podcast. C'est ça, hein, c'est essayer de faire avec ce qu'on a. Mmh. Dans les hôpitaux, on a de la chance d'avoir, des gens qui sont compétents, des gens qui sont experts dans des domaines, qui sont référents parfois. Mmh. Les référents hygiène, les référents médicaments, bah, voilà, moi je me suis appuyée sur eux. Et on leur paye des formations continues, mais des fois, c'est pas forcément réinvesti dans les services. C'est aussi finalement une sorte de richesse, à utiliser et donc c'était ça mon objectif. Néanmoins, quand on a fait les ateliers et cetera, je voyais bien que ça a créé beaucoup de choses, la dynamique, d'équipe, la cohésion et cetera, mais j'arrivais pas à comprendre comment c'était possible vraiment. Pourquoi ça crée autant d'émulation et puis autant d'engagement finalement? Et Ouais, ça, j'ai voulu le travailler après quand j'ai été en master. c'est vrai que souvent, en fait, quand on met ces choses en place, on on reste un peu focus sur le contenu, je trouve. Mmh. On se dit: «Bah, voilà, il faut qu'ils arrivent, là, ce vendredi, à savoir monter, l'ASPI, c'est l'objectif». Objectif atteint, ils ont compris, c'est bon. Mais c'est vrai que souvent, c'est quand on prend un petit peu de recul et je suppose que vous avez vu ce recul-là au fur et à mesure des semaines qui passaient, de se dire: «Tiens, c'est marrant, il est en train de se passer quelque chose. Mais je comprends pas très bien, qu'est-ce qu'il y a derrière? Moi, ça me rappelle quand j'avais commencé des formations en hygiène hospitalière, je devais former mes équipes et donc bien sûr, c'était terrible parce que la formation hygiène hospitalière, autant vous dire qu'ils étaient extrêmement réfractaires en disant: «Ah non, surtout pas, je ne veux pas faire ça, ça va être terrible». Donc moi, je m'étais mis ce challenge en leur disant: «Vous verrez, à la fin de la journée, vous serez contents». Bon, il fallait quand même monter ça et puis au fur et à mesure, bon voilà, j'avais réussi à monter, on va dire, une formation qui était assez ludique, assez marrante, aussi à organiser et puis je m'étais rendu compte au bout de quelques semaines qu'en fait, ils en parlaient dans les services et qu'il y avait une espèce de guerre pour, qui sera le prochain à la formation et donc il y avait, comme une liste d'attente à un moment de dire: «Ah non, 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 c'est moi en premier, je veux absolument y aller». Et moi, je me disais: «C'est assez marrant quand même parce que bon, je suis contente de ma formation, mais enfin, je fais pas non plus un truc incroyable». Et puis, il y avait cette émulation qui s'était créée autour et au fur et à mesure, en fait, bah, moi, j'avais eu beaucoup plus de référents hygiène. Le projet, en fait, avait, dépassé un peu ce que je pensais et tout doucement, voilà, il y avait une espèce de comme une communauté qui s'était un peu créée autour de ça et tout le monde était très acteur. Moi, c'est ça qui m'avait vraiment marquée à ce moment-là. Oui. Et le fait, d'être acteur, finalement de son propre travail, Mmh. heu, bah, je crois que ça permet l'engagement et ça permet d'être reconnu aussi dans ce qu'on fait. On a un métier qui est difficile, hein, faut le dire, c'est vrai, hein. Les soignants ont des quotidiens qui sont difficiles et je trouve que être acteur de son propre travail et puis, de sortir aussi du soin et de pouvoir faire autre chose, bah, permet de mettre du sens dans ce qu'ils font, en tout cas. Complètement. Mmh. Donc à ce moment-là, vous partez à l'école des cadres. Mmh, Donc absolument. vous quittez votre service, ça a dû être Ouais. difficile de quitter son service, alors que, bah, voilà, il y a toute cette équipe qui a été montée. Vous partez 1 an, puisque donc à l'époque C'est c'était, voilà, c'était école des cadres, où on partait 1 an. Heu, Déjà, comment ça s'est passé cette année, on va dire un peu de prise de recul? Vous aviez quand même maintenant cette expérience de management en faisant fonction et là, vous avez un peu cette année où, voilà, on prend un peu plus le temps peut-être de prendre, voilà, heu, voir un petit peu, bah, quelles sont nos expériences, comment on arrive, à manager, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? J'ai adoré mon année cadre. J'ai adoré parce que justement, effectivement, ce qui s'était passé pendant 2 ans et demi, il s'était passé beaucoup de choses et j'ai
j'ai eu l'année cadre comme étant une année où je me suis posée, où j'ai réfléchi vraiment à ce qui s'était passé, ce que j'avais fait et essayé de trouver des réponses, à tous mes questionnements, puisque j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de questionnements. L'école des cadres m'a permis ça, de me poser, de lire, et d'aller voir un petit peu dans la littérature ce qui s'était passé pour moi, pour nous, pour l'équipe. Et donc j'en ai fait mon mémoire de recherche et je suis un peu tombée dans la marmite de la recherche, grâce à l'école des cadres. Donc j'ai fait mon mémoire de recherche sur, la création de valeur au travers, ce qu'on appelle finalement des organisations apprenantes ou des environnements capacitants et j'ai voulu par contre, aller voir du côté des entreprises privées. Parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, dans le privé, il y a vraiment beaucoup d'initiatives, d'innovation, de créativité sur le management et j'ai voulu aller voir un petit peu et donc je m'étais dit, je partais du postulat que peut-être les entreprises privées avaient beaucoup de choses à nous apprendre, nous, hôpitaux publics. C'était des entreprises qui étaient quand même un peu dans la santé ou absolument pas? Pas du tout. Non, Donc voilà, donc en plus c'était changement, on va dire de structure, on passe, du côté privé, mais en plus changement de secteur. c'est ça. Entreprise de, ressources humaines, entreprise, du numérique, entreprise de, c'était, comment on dit? D'hygiène en fait, donc heu, oui, oui, totalement des entreprises complètement en dehors du soin. Mais je me suis orientée vers vraiment des entreprises qui sont connues pour, avoir une gouvernance, un petit peu plus horizontale avec des méthodes managériales, qui sont un peu, différentes. Et je voudrais pas spoiler mon mémoire de recherche, mais je me suis rendu compte que quand même, les résultats montraient que oui, on peut apprendre des entreprises privées, mais nous aussi on a des choses à apporter, Mmh. en tout cas dans toutes les expérimentations que j'ai pu voir aussi au niveau des organisations de santé. Parce que j'ai pu, au fait, interroger des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprises privées, mais aussi des cadres supérieurs et directeurs de soins de centres hospitaliers de France. Mmh. Et donc, il y a quand même énormément de choses qui montrent que, heu la création de valeur, donc ce que j'appelle création de valeur finalement maintenant, c'est la confiance qui règne dans une équipe, comment on crée de la confiance, comment on crée de la pertinence dans le travail, donc ça, c'est plutôt le sens qu'on met dans son travail, la santé des soignants et la créativité. Donc ça, c'est ça et en fait, je me suis rendu compte qu'en réalité, nous, en tant que soignants, cadres de santé, cadres supérieurs de santé, on est très dans l'opérationnel. Donc, on va mettre des choses en place, l'action de formation en situation de travail, la simulation en santé, par exemple, que chez les entrepreneurs, chez les dirigeants d'entreprise, ils créent des environnements propice, en fait, à la création de valeur et si on met ça en rapport, finalement, on a un beau combo et c'est vrai que, du coup, aujourd'hui, je m'inscris beaucoup dans les environnements capacitants, heu, parce que ça met les 2 choses. C'est-à-dire qu'on crée un environnement, une dynamique, un écosystème qui permet, en fait, finalement, de la création de valeur et la montée en compétences des soignants. Il y a des exemples que vous pouvez nous partager de justement de ces entreprises, enfin et de ces dirigeants que vous avez pu, interroger ou des choses qui vous ont marqué dans leur fonctionnement, dans leur management d'entreprise? Oui. Par exemple, j'ai pu appréhender ce qu'on appelle l'holacratie et donc l'holacratie c'est, c'est une c'est une structure managériale qui fait qu'à l'intérieur de l'entreprise, on peut voir des cercles de discussion en fait, c'est des espaces de discussion sur le travail, donc notamment, par exemple, on pourrait prendre l'exemple d'un métier, qui se réunissent en cercle pour partager des compétences, donc ça peut être un partage de compétences. Par exemple, je suis allée à une formation, un congrès la semaine dernière, j'ai appris ça, je vous partage ça entre nous, et on monte en compétences ensemble. Mais ça peut être aussi un exemple flagrant que j'ai vu, c'est, les administratifs qui se sont réunis pour pouvoir changer la mutuelle de l'entreprise
Et en fait, ce qui est intéressant dans ce genre de gouvernance, c'est que, la confiance y est telle que les dirigeants laissent la prise de décision à l'équipe. Ouais, c'est Et très intéressant. ça, c'est très surprenant et donc c'est très inspirant, parfois pour nous, en tant que manager, de savoir que, bah, si on il y a de la confiance, il y a des prises de décision qui peuvent être faites, sans que le manager ou le dirigeant, heu alors il est toujours là en garde-fou, attention, hein, je dis pas que Oui, je suppose qu'il y avait une présélection, on va dire, pour l'exemple des mutuelles, bah, peut-être, ça, je sais pas dans les détails, mais en tout cas, le travail est réel, en fait, est mis en valeur. C'est vraiment, heu, par les agents de cette entreprise-là que se font les prises de décision, par exemple. Mais la transparence aussi, heu, on peut être très autonome, mais il faut être transparent dans ce qu'on fait. mmh, Voilà. Et surtout ce que j'ai appris des dirigeants d'entreprise, c'est le droit à l'erreur. mmh, L'apprentissage par le droit à l'erreur. Nous, en tant qu'infirmière, peut-être ma génération, aussi, on a été apprise où on n'a absolument pas le droit à l'erreur. Aujourd'hui, avec la simulation en santé, on y vient. On peut faire des erreurs voilà, c'est pas un patient, donc on essaie toujours une première fois sur, un mannequin ou par exemple et là on peut, voilà, s'il y a des erreurs, on apprend et cetera. Donc ça commence à venir. Mais en tout cas, la revue d'une des fiches d'événements indésirables, par exemple, bah, c'est intéressant de transformer, on a une mauvaise image des fiches d'événements indésirables, par exemple, mais ça peut être intéressant de transformer en donnant le droit à l'erreur, bah, de discuter de l'erreur et c'est comme ça qu'on apprend en équipe et c'est vrai que quand même, les dirigeants d'entreprise m'ont appris ça. ouais. Je c'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte qu'il y a certains secteurs aujourd'hui, qui sont très, «en avance» entre guillemets sur, voilà, toutes ces stratégies aussi d'organisation, de management. Et je suis un peu comme vous, je pense qu'il y a beaucoup à s'inspirer. Même si je reste quand même persuadée, moi, éternelle optimiste, que, dans nos structures hospitalières, que ce soit du privé ou du public, peu importe, puisque pour moi les stratégies managériales sont un peu quand même identiques. Heu, on commence en tout cas à avoir, certaines choses qui se passent où les collaborateurs deviennent un peu plus acteurs de situations. Je pense à l'épisode que j'ai fait avec Nicolas Delmas, qui était donc l'ancien DRH de la PHP, qui nous racontait aussi, de pouvoir en fait faire des sondages auprès de leur personnel pour être sûr que, ce soit un vrai sujet, de réflexion. Parce que souvent en fait, on lui remontait certaines problématiques, et puis finalement quand il faisait son sondage sur tout l'établissement, il se rendait compte que, ça n'en était pas du tout une. Mais par contre, d'avoir pu en fait ouvrir certains canaux, et de plus être dans cette stratégie très verticale et d'information qui descend uniquement, et ben, lui aussi a pu en fait avoir des projets beaucoup plus, terrain et beaucoup plus intéressants, et surtout adaptés, voilà, à la situation de l'hôpital. Donc c'est vrai que tout doucement, on sent qu'il y a cette émulation qui se crée. Et c'est intéressant de pouvoir, nous partager, voilà l'expérience et de dire: «Bah, voilà comment moi je peux le mettre en place dans mon service», quel que soit le type de service. Et c'est vrai que, quand on y pense, par exemple, les ateliers du vendredi, les flash formations, potentiellement, c'est pas quelque chose qu'on peut reproduire partout Mmh, et en réalité, il faut, je pense, toujours écouter les problématiques à la base et en déduire les besoins finalement et à partir des besoins des soignants ou de l'équipe, essayer de trouver, ce qui va permettre finalement de sort voilà, d'améliorer les pratiques, de se baser sur les compétences, des personnes qui sont présentes, et d'en construire quelque chose, mais collectivement finalement. Parce que c'est vrai qu'on se rend compte que si nous, tout seuls, en tant que manager, DRH, directeur des soins, on imagine quelque chose, bah, si on vient pas voir, si on n'écoute pas, vraiment les problématiques initiales, ben, peut-être qu'on se trompe mmh. et peut-être qu'on se trompe pas tant que ça, mais les stratégies qu'on va mettre en place, elles sont pas spécialement adaptées.
au travail réel. Et donc en réalité, c'est pour ça que, c'est intéressant puisque d'abord ça coûte rien et ça c'est énormément riche. Ouais, c'est le budget, c'est quand même, le sujet stratégique parce que c'est vrai qu'on peut avoir beaucoup d'idées, mais souvent ça peut être des idées qui sont coûteuses. Mmh mh. Et aujourd'hui, il faut être très clair, hein, on vend pas du rêve non plus. On sait qu'à l'hôpital, le budget est quelque chose d'aujourd'hui très compliqué. Donc il faut qu'on arrive à tendre en tout cas vers voilà, des idées, des initiatives, des projets qui sont peu coûteux. Mmh. Hem, à l'issue d'école des cadres, retour, Mmh. à l'hôpital, ça y est, formation finie. Je C'est pense ça. que vous arrivez, on va dire, avec, une espèce de motivation, énorme en disant: «Je vais pouvoir mettre tout en place» et Coup de là, boost, ouais. on change de service. Et là, je change de service, oui, oui. Donc ça, je le savais, hein, de toute façon, c'était un petit peu la politique de l'hôpital à l'époque. Donc je change de service, nouvelle équipe, nouvelle profession, donc Ouais, vraiment, gros changement quand même, hein, gros là, changement. Ouais, voilà. c'est ça, Puisque donc exactement, là, vous arrivez en pharmacie. c'est ça. Mmh, absolument. Et donc, bah, finalement, c'est toujours le même schéma, hein. C'est, à peu près, 2-3 mois d'observation, hein. On dit qu'il faut 100 jours. Mmh, Bon, c'est discutable, hein, mais je trouve que c'est vrai, 100 jours, c'est un beau chiffre pour se rendre compte des problématiques, pour observer ce qui se passe, pour connaître son équipe aussi, hein, mmh, parce que c'est important. Et puis, ben, un domaine que je ne connaissais pas du tout, très loin de mon cœur de métier. mmh. Heu Oui, vous et quittez donc le soin quand même, hein, il faut être oui, clair oui, puisque là, vous managez des préparateurs en pharmacie, je voilà, suppose, c'est ça, peut-être des agents aussi de manutention. Donc, exactement, on est loin de l'aide-soignante, de l'infirmier, voilà, c'est un tout autre domaine et puis plus de contact avec le patient. c'est ça, absolument. Donc bon, finalement, je suis très manager, donc finalement, que ce soit loin de mon cœur de métier, je trouve qu'aujourd'hui, c'est vrai que, on n'est plus, le surveillant qui pouvait, piquer en lieu et place du soignant parce qu'il avait pas le temps et cetera. Je trouve qu'on a vraiment un rôle différent aujourd'hui, même si, il faut être très près de ses équipes et très proche des problématiques des patients, mais néanmoins, il faut voilà et je trouve que moi, je m'inscris beaucoup dans le management d'équipe. Donc ça me faisait pas vraiment peur de manager une équipe qui était éloignée de mes préoccupations initiales. Mais c'est vrai que ça demande, beaucoup d'engagement, beaucoup d'essayer de comprendre le métier, les codes sociaux, parce que c'est pas les mêmes et cetera. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place, le stand-up, quotidien. Le stand-up quotidien, bon, c'est sûr que c'est, très inspiré un peu du lean management et cetera, mais en tout cas, ça permet de connaître un peu, les irritants, du quotidien et les manager, les gérer en équipe et puis trouver des solutions en équipe. Moi, ça me permettait, de comprendre leurs problématiques, mais très précisément parce que je trouvais que c'était vraiment très complexe, le monde de la pharmacie. Et donc moi, ça m'a permis de comprendre vraiment les problématiques et puis eux, ça permettait aussi finalement, de partager déjà avec moi, de se connaître, donc tous les jours à 13h45 pendant grand maximum un quart d'heure, on traitait les irritants du quotidien. On le fait encore d'ailleurs. Et ça m'a permis moi de connaître l'équipe, de connaître le métier. L'équipe, ça leur a permis de me partager leurs problèmes et puis on a pu trouver des solutions. Enfin, ils ont trouvé des solutions à leurs propres problèmes finalement. Parce que moi, je suis pas On en revient légitime. à facilitateur. C'est ça. Voilà. Moi, j'ai créé quelque chose qui fait que, ça facilite leur travail, qu'on réduit l'écart entre le travail prescrit et le travail réel, toujours. Ça, c'est mon grand objectif. Et puis, on discute. Il y a des problèmes qui peuvent pas être résolus, mais on peut aussi mettre des mots dessus. Il y a des choses, ben, voilà, moi, j'ai vu des choses exceptionnelles, hein. J'ai vu, un irritant, d'une collègue qui disait, «Oh bah, monsieur, il est venu chercher son traitement» et en fait, ben, la personne qui a répondu au téléphone lui a dit de venir, mais elle a pas commandé le traitement. J'ai vu une préparatrice dire: «Bah oui, c'est moi, mais en fait, j'ai fait une erreur, j'ai répondu à un téléphone qui était pas le mien». Et en réalité, bah, en fait, c'est vrai qu'on
c'est con, faut pas répondre à un téléphone quand finalement c'est pas le sien, qu'on n'a pas le Mmh. temps et que on voilà et donc en fait, j'ai vu des choses super dans ces moments puisque c'est un partage d'expérience et puis on trouve des solutions ensemble. Il y a des choses qu'on répète pas, il y a des choses qu'on résout pas et il y a plein de choses qu'on résout, heu, finalement par, discussion et puis, par partage de bonnes pratiques. Ouais, ça on va dire ça évite aussi la montée un peu, en puissance, voilà, de certaines incompréhensions qu'il peut y avoir dans certaines équipes aussi. Ça permet de mieux se parler. Ils étaient enfin, ils quand vous leur avez proposé ce projet de stand-up meeting, c'était quelque chose qu'ils connaissaient Non, pas ou du alors tout. ils vous ont regardé avec des grands yeux en disant: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» Oui, bah, alors après, ils m'ont toujours regardé avec un bah, voilà, c'est pas que la seule idée que je leur ai proposée donc ils ont vite cerné le personnage et je pense qu'ils ont souri, assez régulièrement à mes propositions. Mais là, c'est vrai que finalement, en expliquant vraiment et en pratiquant le stand-up, Bien sûr. voilà, ils ont adhéré, très, très vite, et c'est même assez, c'est très plaisant en tant que manager de voir qu'à l'heure dite, les gens sont présents et ils sont contents d'être là et on check les irritants du quotidien, franchement, c'est très, très plaisant mais encore une fois, ça montre qu'il y a une exigence quand même, de présence du manager. Alors, pour le coup, je suis très attachée au fait que, quand le manager est pas là, ça doit bien fonctionner. On n'est pas indispensable. Mmh. Donc, ça fonctionne même quand je suis pas là et heureusement. Mais néanmoins, il faut quand même être fort présent et puis être engagé dans la démarche. On peut pas lancer un stand-up, en janvier et puis finalement, plus jamais être là à l'heure dite, et donc ça c'est pas possible. Donc c'est vrai que ça demande un engagement quand même. Mais voilà, donc j'ai commencé comme ça avec cette équipe, ce qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses, de leur métier, de leur activité. C'était un service qui fonctionnait quand même bien ou vous avez retrouvé un service où il y avait quand même pas mal de problématiques qui coinçaient? Est-ce que c'était des personnes, alors je pense beaucoup aux préparateurs parce que je pense que c'était peut-être, la catégorie que vous aviez le plus, mais, c'était des personnes, ça faisait longtemps, ils avaient une certaine expérience au niveau de la pharmacie? Oui, oui, oui. Hem, c'est une pharmacie qui fonctionne très bien, qui fonctionne très bien parce qu'ils ont des habitudes de travail qui ont toujours été les mêmes depuis longtemps. Il y a des problématiques, mais voilà, rien de grave. L'idée, c'est de faire évoluer les pratiques, d'être plus moderne Mmh. et puis d'arriver à des choses, qui facilitent le travail. C'était disons resté très, ça n'avait pas bougé depuis longtemps. Donc le fait de faire ça a fait un peu bouger un peu les lignes et de toute façon l'équipe était en attente de ça. Bah, encore une fois, c'est marrant parce que, vous avez donc cette prise de poste au niveau de la pharmacie, mais c'est vrai qu'on perçoit, heu, certaines, un certain parallèle avec votre prise de poste en néphrologie, où, bah, voilà, vous aviez mis en place, voilà, les ateliers du vendredi. Là, c'est le stand-up meeting et donc je suppose que de la même façon, il y a certains projets qui commencent, on va dire, un peu à fleurir et à se dire: «Tiens, il y a peut-être un sujet avec, cette problématique-là, cet irritant-là», ou en tout cas des idées qui commencent tout doucement à sortir. Bien sûr. Oui, en fait, les irritants, ils sont soit transformés en bonnes pratiques, Mmh. soit transformés en finalement problèmes irrésolus et donc qui peuvent en fait donner des groupes de travail. Par exemple, il y avait un sujet, sur, l'accueil des stagiaires, des collégiens, par exemple. Je me souviens les premiers, il y avait eu un post-it, c'était, ben, on accueille des collégiens mais ils sont pas encadrés, il y a pas réellement d'accompagnement et cetera. Ben, du coup, ça a été un projet qui a été mené, de l'accompagnement des stagiaires collégiens, lycéens et qui aujourd'hui est cadré, correctement avec, une charte de confidentialité, avec un accompagnement à la journée, à la semaine, même plus grand au niveau du pôle d'activité transversale et donc en réalité, oui, effectivement, il y a des choses qui ressortent de ça, mais en fait, en réalité, on en revient aux ateliers du vendredi où on écoute les besoins Mmh. et où en fait, le rôle du manager, c'est de déceler finalement, bah, ce qui peut être transformé en projet à part entière et ce qui doit rester de l'état de la résolution de problèmes, Mmh.
heu, dans la minute, quoi. Ouais, on est loin de la réunion d'équipe, où c'est le cadre justement qui prend la parole et qui expose, on va dire, les dernières procédures, la dernière note d'information, où on est, comme on l'a dit, sur une information très descendante et là, on Mmh, inverse un petit peu les rôles où c'est, eux qui sont quand même acteurs de ces c'est temps ça. d'échange. Mmh. Et alors, bah, bien sûr, comment vous en êtes venus à Mmh. avoir, un atelier Lego au sein de votre pharmacie? Ben, dans les objectifs de la pharmacie, c'est la modernisation, l'automatisation et puis l'implémentation de nouveaux logiciels. Donc ça, en fait, en réalité, c'est dans toutes, les structures, hein, De aujourd'hui, manière classique, tout à fait. classiques. Ouais, voilà. Et donc un projet qui était né avant que j'arrive sur l'implémentation d'un logiciel, de logistique, de gestion des flux et cetera. Donc c'est tout, je l'avais en tête, je savais que ça allait arriver, mais néanmoins, il y a, voilà, le personnel de ce logiciel qui sont venus nous faire une petite formation, pour nous dire comment ça allait se passer et cetera. Mais surtout qui nous ont dit: «Bah, voilà, là, maintenant, il faut, modéliser numériquement, heu, les rayons, les magasins». Et donc moi, avec, toute mon passé d'infirmière et cetera, c'est vrai que bon, je suis pas issue du métier, c'est pas simple de voir des rayons et des magasins dans une pharmacie et donc je savais grâce aux post-it et cetera qu'il y avait des points d'accroche quand même dans la pharmacie où il y avait des choses qui pourraient être bougées, mais personne n'avait jamais pris finalement le temps de bouger les emplacements, voilà. Donc du coup, quand j'ai appris ça, je me suis dit très vite: «Bah tiens, ce serait bien de le faire en 3D, de faire la pharmacie en 3D et de voir un petit peu d'abord ce qu'on pourrait bouger». Parce que si on doit implémenter un logiciel qui coûte de l'argent, autant le faire, quand tout est déjà, tout bien fait quoi, que Mmh. ça plaise vraiment à l'équipe. Et puis, bah, je me suis souvenue d'une idée que j'avais vue, de design d'espace. Et puis j'ai juste lancé l'idée, bah tiens, si on le faisait en Lego, ce serait rigolo. Et puis, ça pourrait nous permettre, bah, de bouger les meubles, en gros, de manière, de manière, en 3D. Puis, ça pourrait nous permettre, voilà, de réfléchir, à la gestion des flux, à l'espace, aux points d'accroche qui existent déjà et puis même voir plus loin, peut-être, voir aussi, bah, plus tard, si jamais on a telle machine, ou, enfin telle automatisation, où est-ce qu'on pourrait la mettre et cetera. Et puis j'ai eu à peine le temps de le dire que, qu'en ayant une équipe qui est plutôt, jeunes parents, qui ont tous des Lego chez eux, se sont emparés de l'idée très vite. Notamment, j'ai eu une de mes préparatrices qui était passionnée de Lego et qui m'a dit: «Ah ben, moi j'adore ça», en plus elle est référente, système d'information donc elle était à fond et puis elle m'a dit: «Ben, moi je veux bien, c'est trop bien comme idée, ça va être intéressant» et cetera. Et donc moi en tant que cadre facilitateur, j'ai permis ça, j'ai créé, des temps d'échange heu, sur, d'abord, venir expliquer le projet que j'avais, commencé à développer avec cette préparatrice en amont, l'aider à proposer le projet à ses collègues, ensuite, de donner les dates, en fait, un petit peu des ateliers qu'on allait faire, ce qui allait se dérouler dans cet atelier Lego et puis, bah, j'ai vu des préparateurs qui se sont emparés du sujet Mmh. donc c'est-à-dire, un préparateur qui est venu me voir pour me dire, «Mais moi j'ai un copain, il est chef d'entreprise et c'était ça son métier, il faisait des Lego». Il allait dans les entreprises pour aller, modéliser des Lego donc c'est un concept, hein, les Lego Serious Play, c'est une marque déposée, hein, donc Mmh. c'est un concept et il me dit: «Bah, j'avais jamais rien compris à ce qu'il avait fait, heu, mais si vous voulez, je vous donne son numéro, et vous allez pouvoir échanger avec lui». Je lui en ai parlé, il est d'accord. Et puis, la préparatrice qui était allée voir un magasin de Lego, dans notre commune, pour aller, expliquer notre projet, et ce magasin nous a prêté des plaques, des grandes plaques de Lego pour pouvoir modéliser la pharmacie. Et puis voilà, un engagement collectif, un projet collectif, heu, voilà.
Donc on a commencé par, modéliser la pharmacie comme elle était. Donc on part de l'existant. On part de l'existant. On discute des points d'accroche, là, ce qui va vraiment pas, ce qui finalement disent: «Bah, je sais pas, par exemple, la nutrition parentérale, elle est là, mais en fait, ça a pas de sens, faudrait qu'elle soit plutôt là» et cetera. Donc on a commencé par, créer des scénarios. Donc j'avais fait un atelier avec, 4 équipes et puis pour chaque équipe avait un plan, des Lego existants sur papier et Mmh. avec des flèches et cetera. Ils sont venus, créer la pharmacie de demain finalement. Et donc chaque groupe a expliqué comment il voyait les choses et puis, la plaque de Lego qui était grandeur, qui faisait 2,50 m de long, sur 1 mètre de large, était restée dans la pharmacie et je voyais parfois des préparateurs essayer des choses, bouger, les armoires et cetera, essayer des choses, et on avait des chariots à médicaments, en Lego pour voir si, les flux passaient bien et cetera. Donc c'est sûr que c'était pas à l'échelle, stricto sensus, hein, On se doute bien, enfin déjà une plaque de 2,50 m, il fallait quand même l'avoir dans sa pharmacie. mais néanmoins, c'était quand même proche de la réalité. Et donc entre 2 ateliers, donc j'ai fait 4 ateliers en tout. Entre 2 ateliers, ils ont discuté entre eux, au moment du café et cetera. Et donc à un moment donné, sur le dernier atelier, j'ai pris une vidéo qui est exceptionnelle parce qu'on voit les préparateurs, en fait, c'est un espace de discussion sur le travail finalement, hein. Mmh. Donc on voit les préparateurs dire: «Bah, là voilà, donc on a pensé à faire ça». Donc en fait, ils partent du début du flux des médicaments, du chariot à médicaments et par où il passe et quel préparateur le prend en charge, par quel rayon il passe, comment on a implémenté les rayons et les magasins pour que ce soit, fluide et logique Mmh. pour eux, au plus proche de leur travail réel. Et puis, et puis voilà. Et puis du coup, la pharmacie de demain, elle est faite, heu, avec et par les préparateurs. C'était que les préparateurs qui participaient aux ateliers ou vous Il y aviez avait des aussi, pharmaciens aussi. Tout voilà, les à fait. pharmaciens ou agents logistiques qui étaient aussi là, partie prenante? Bah, les agents logistiques, étaient venus au départ et puis, j'ai eu du mal à les faire adhérer au projet, donc c'est toute la limite aussi, Mmh. là, l'atelier, donc c'était, sur un temps, donc j'ai utilisé les temps de stand-up, pour faire les ateliers Lego parce que finalement, bah, c'est un c'est un rituel d'équipe. Donc on a l'habitude de se réunir tous à cette heure-là et j'ai eu du mal à accueillir les agents logistiques, sur cette même heure. Donc ça a été un peu plus compliqué, mais néanmoins, on leur a demandé quand même leur avis. Ouais, et puis c'est enfin, ce qui est intéressant aussi, c'est le côté, que on va dire ce plan 3D Lego était dans la pharmacie. Donc des Ouais, personnes pouvaient passer, regarder, essayer quand, voilà, ils avaient ce temps, un moment. c'est ça. Donc c'était à disposition. Oui, 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 tout à fait. Donc après, on a posé, les choses. Donc avant l'été, j'ai fait un dernier atelier avec la préparatrice, donc toujours avec elle puisque elle a été très, très porteuse du projet et pour moi, en fait. Et c'est là où on pourrait avoir un peu de gouvernance, plus horizontale que ce qu'on connaît. C'est que, donner, finalement, le pouvoir de mener un projet pareil pour Mmh. quelqu'un de l'équipe, c'est, je trouve, vraiment très intéressant. Dire moi, j'essaye toujours de me mettre heu, à disposition, créer les temps et puis donner un petit peu, bah, le matériel nécessaire et cetera. Et puis ma vision du management. Mais ceci étant dit, j'ai pas fait ça toute seule, quoi. C'est ça qui est intéressant, en fait. Ouais, et puis souvent, c'est quand même eux qui ont les clés. Vous, vous allez leur apporter, de la pédagogie, du côté ludique, du matériel, vous allez aussi border, bien entendu, les temps pour pas que ça déborde non plus, qu'on passe pas 3 heures sur cet atelier. Mais pour autant, je trouve toujours que c'est là où c'est intéressant, c'est que ce sont des idées qui fleurissent à ce moment-là et souvent de leur part. C'est ça, tout à fait. Et donc l'idée, c'était qu'à partir du mois de septembre, on puisse commencer, en fait, à voir, dans la réalité ce qui est possible. Est-ce que tout est possible ou pas? Et puis voir avec après les services, techniques pour venir changer, les armoires de place et cetera. L'idée juste, finalement, le logiciel, il prend un petit peu de retard à être implémenté donc finalement, on avait encore le temps pour le faire donc
Oui, là, vous êtes, on va dire, donc le projet Lego, on est peut-être, solidifié. Maintenant, il y a toute la question de la faisabilité et aussi, bien Exactement. sûr, avec Mmh. l'éditeur de logiciels, derrière qui va devoir lui, je suppose être partie prenante aussi de toute cette modélisation, par la suite. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'était que, une fois que les Legos sont posés, qu'on puisse commencer, nous, à déménager ce qu'il y a à déménager pour pouvoir, prendre nos marques dans la nouvelle, Ouais. réorganisation, puis ensuite seulement, finalement, adapter le logiciel à notre nouvelle organisation. En tout cas, le logiciel, c'était finalement pas Mmh. une Une bonne c'était une belle «excuse» entre opportunité. guillemets, ouais. Ouais, c'est ça, j'allais utiliser ce mot-là, mais finalement, c'est plutôt une opportunité Mmh. de créer un espace de discussion sur le travail avec les préparateurs pour qu'ils modélisent leur environnement et qui améliorent finalement les flux, et puis un petit peu, s'adapter aussi, voilà, on a de plus en plus de patients, de plus en plus d'activités, on est donc il faut aussi s'adapter à tout ça et ça fait évoluer un peu la pharmacie et surtout, les préparateurs sont acteurs, de leur travail. Je crois que le mot acteur, c'est indispensable aujourd'hui, Ouais. pour les Tout en hôpitaux. créant un environnement qui le permet. Mmh, Et donc vraiment, on est vraiment dans le pouvoir d'agir, dans l'autonomie, dans l'environnement capacitant, mmh. créé au sein même d'un milieu. Toutes ces expériences aujourd'hui, que vous avez donc dans votre posture de cadre, moi c'est vrai que le mot cadre, j'aime bien aussi dire le mot manager parce que finalement on manage vraiment au plus proche de des équipes. Qu'est-ce que ça vous a apporté vous, de manière alors à la fois professionnelle mais même personnellement? Alors moi, pour moi, c'est un magnifique terrain d'expérimentation. J'adore, observer, ce qui se passe, la richesse, des échanges, la valeur que ça crée, hein, j'en reviens à ça, mais la confiance, la pertinence du travail, ça on en est là, hein. Et moi, ça me conforte, dans l'idée qu'aujourd'hui, on doit changer de mentalité, changer de mindset et ça, c'est un mot que les chefs d'entreprise m'ont donné, et où on doit vraiment se mettre, dans une position facilitateur, avec, on n'est pas dans le monde des bisounours avec, tout ce que ça implique, hein, avec les contraintes, d'aujourd'hui. Mais je pense que si on veut que nos organisations de santé, soient en capacité de résister à ce qui va arriver, à ce qui vient déjà sur les difficultés qu'on rencontre, heu, si elle est solide de l'intérieur, si, les soignants, savent s'adapter, et savent inventer avec, peu de choses, je me dis que, ben, on pourra finalement, résister et faire preuve de résilience encore longtemps, par rapport à ce qui peut arriver, quoi. Ouais et puis redonner aussi le goût, à venir travailler, dans des secteurs que ce soit, hospitaliers, dans ce monde très sanitaire et aussi, dans tout ce qui est, établissements sociaux et médico-sociaux qui rencontrent, eux aussi un petit peu toutes ces problématiques. Je pense beaucoup aussi aux EHPAD, voilà, qui sont très touchés. Pour autant, il y a, des initiatives qui sont, à mettre en lumière pour pouvoir les dupliquer, parce que moi je reste toujours persuadée que si ça marche dans un établissement, ça ne peut que marcher dans un autre établissement. Bien sûr. Voilà, Et c'est même toujours au si c'est service. des tailles différentes, hein, voilà. Oui. Et c'est toujours au service du patient et Mmh. c'est mon regard, de soignante que je peux amener à la pharmacie, c'est ça. C'est-à-dire qu'on fait pas ça pour s'amuser, on fait pas ça les Lego Serious Play, c'est voilà, il y a les limites de ce genre de projet, c'est que ça pourrait, être critiquable et critiqué dans le sens où, ah bah, eux, ils ont le temps de faire ça. Ben non, parce qu'en réalité, le temps qu'on prend à faire, les Lego, et à modéliser la pharmacie de demain, et bien, c'est bien plus efficace finalement, parfois que de ne rien faire ou soit de chercher des solutions qui ne sont pas ni adaptées ni adaptables à au travail réel. Bien Et en sûr. réalité, c'est ça que j'essaye de te donner comme exemple. C'est-à-dire que oui, on peut s'amuser au travail, parce que
très clairement, on le fait pas en pleurant, hein, les Legos, on est d'accord. Mais en fait, en réalité, ça a beaucoup de sens et puis les soignants d'aujourd'hui ont besoin de ça. Ont Complètement. besoin d'apprendre, de discuter, sur leur travail. Parce qu'il y a la notion du travail bien fait chez les soignants qui est très présente. Les soignants ou les préparateurs en pharmacie, heu, c'est Yves Clos qui a développé ça et la notion du travail bien fait, elle est vraiment très présente et je me rends compte quand je suis de permanence et que je vais à l'encontre des équipes. Les soignants veulent faire bien leur travail, à nous de leur donner les moyens de le faire correctement. Oui, puis comme on l'a dit un petit peu en préambule de cet épisode, hein, vous avez pu manager aussi, des équipes jeunes et je pense que toute cette nouvelle génération qui arrive dans le milieu professionnel et qui arrive en tant que soignants, je pense qu'eux vont, vraiment, être en attente, de ça et je pense que cette remise en question de nos organisations, de comment on manage nos équipes, comment on transmet, nos informations, comment nos établissements sont organisés, je Mmh. pense qu'il y a une attente forte de la part de ces nouvelles générations, encore plus peut-être que des générations qui sont là depuis quelque temps à l'hôpital. Oui, oui. Oui et bah, même je dirais que même les générations d'experts, qui ont de nombreuses années d'expérience, je crois qu'ils ont aussi besoin en fait, bah, de réinvestir aussi leur expertise et puis, je trouve aussi que, les dirigeants, la gouvernance et cetera ont plutôt intérêt à miser aussi sur les compétences qui sont présentes et c'est un magnifique, moyen, en tout cas toutes ces techniques un peu managériales innovantes de maintenir les compétences, de les partager et puis de voilà de d'être, d'une voix au service de la qualité des soins et de la sécurité des soins. Donc voilà, c'est plutôt ça mon engagement finalement. Ouais, mais c'est intéressant, puis je trouve vraiment que d'avoir pu aussi s'inspirer de ce qui se faisait dans d'autres secteurs. Souvent, on se dit: «Ah non, 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 c'est pas adapté parce qu'ils ne rencontrent pas les mêmes problématiques». Je trouve alors oui, en effet, il y a pas de patients, voilà, on est dans peut-être dans des secteurs industriels ou des secteurs informatiques, de tech et cetera. Mais je reste quand même persuadée qu'il y a beaucoup de choses, en tout cas, qu'on peut aller piquer dans certaines entreprises comme vous avez pu le faire. J'ai Heu, un dernier exemple, hein, quand j'ai fait mon stage en entreprise privée lors de l'école des cadres, j'ai vu, une initiative qui s'appelait les post-it bleus et les post-it bleus, c'était, bah, à chaque réunion hebdomadaire, les dirigeants demandaient: «Bah, qu'est-ce que vous avez fait, hem, pour l'entreprise, qui n'est non mesurable, mais qui est remarquable?» mmh, Et ils avaient vraiment cette culture-là où ils disaient: «Ben, moi, par exemple, j'ai invité le client à venir ici, il a vu les locaux, du coup, il était content et voilà et du coup, on travaille bien ensemble et cetera» et j'ai trouvé ça incroyable, mmh, de vraiment incroyable puisqu'il y a vraiment une culture, positiviste qui est présente et je l'ai mis en place moi, à la pharmacie donc une fois par semaine, il y a pas que des irritants, il y a aussi, les post-it bleus et je trouve ça vraiment, vraiment intéressant et c'est typiquement, bah, quelque chose une idée que j'ai pris ailleurs mmh. et que j'ai implémentée dans mon service et voilà et c'est vraiment ça valorise, les agents et c'est pareil, ça coûte rien, quoi. Et ouais, juste acheter des post-it bleus. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc en termes de budget, on est bon. Le Ah ouais, on le est chef pas de mal. service ne va rien dire, donc c'est parce que souvent on se fait taper sur les doigts à cause de ça, hein. Voilà, c'est peu coûteux et pour autant, moi, je vous rejoins et comme on a pu échanger ensemble, hein, avant cet épisode, hein, c'est un peu l'essence même de ce podcast, hein, d'être sur des notes aussi positives et de montrer ce qui marche et de les dupliquer. Ça, je Mmh. pense que c'est essentiel et j'espère en tout cas que bah, toutes vos idées, les post-it bleus, le stand-up meeting, les ateliers du vendredi, les ateliers Lego pourront être dupliqués dans de nombreux établissements. Et puis j'espère qu'on aura des retours aussi, bah, de tous les managers, qui auront pu en tout cas mettre en place tout cela, dans leur service et dans leur Ouais. structure. Élise, c'était vraiment très intéressant parce que m
moi, ce que j'apprécie en tout cas, c'est que c'est une discussion qui est sans filtre, hein. Vous nous donnez aussi beaucoup de choses. Vous pouvez aussi nous dire que ça a été difficile et c'est important aussi de montrer que tout n'est toujours pas tout rose, hein, tout n'est toujours pas tout trop facile. Mais pour autant, il y a quand même beaucoup de choses à faire et ça, c'est essentiel. Moi, j'ai une dernière question pour vous, parce que j'ai décidé de mettre ça en place avec vous depuis ce premier épisode. C'est, est-ce que vous auriez un professionnel de santé ou un acteur du terrain que vous aimeriez en tout cas avoir dans ce podcast, dans un prochain épisode? Alors, quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée, dans mon management, c'est monsieur Jean-Luc Stanislas, qui est, conférencier, et qui est vraiment acteur, dans la formation des infirmiers, dans le développement professionnel et voilà, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée en tout cas Alors dans c'est marrant parce que moi, il m'a beaucoup inspiré, on se connaît pas encore. Mais moi, quand j'avais fait mon master, j'avais fait un mémoire et j'avais acheté, le livre sur la communication en santé et justement, il avait, tout un chapitre en tout cas où il avait, exposé énormément d'idées. Moi, je m'étais, voilà, ça m'avait beaucoup aidée sur la rédaction de mon mémoire. Donc vous voyez, finalement, mmh. je le rejoins et écoutez, l'idée est lancée et j'espère qu'il nous écoutera et qu'il sera présent dans un prochain épisode. Élise, merci beaucoup. Si nos auditeurs, ils aimeraient, discuter un peu avec vous parce qu'il y a peut-être des choses sur, je pense peut-être l'atelier Lego ou peut-être des questions un peu plus précises, comment ils peuvent vous contacter? Sur, LinkedIn, c'est très bien. OK. Ouais, On mettra votre lien LinkedIn dans la description. ça marche. Merci Élise et puis, Merci. j'espère que vous aurez encore plein de beaux projets, dans la suite de votre carrière. À très bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir écouté Le Temps de la Relève. J'espère que cet épisode vous a inspiré et donné des clés pour réfléchir ou agir au quotidien. Pour faire vivre ce podcast, il est indispensable de vous abonner, de partager cet épisode autour de vous et de laisser un commentaire. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à mettre en lumière les initiatives et les professionnels qui transforment la santé. Et si vous souhaitez vous aussi partager votre expérience ou vos projets sur le podcast, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez également suivre Le Temps de la Relève sur LinkedIn et Instagram pour ne rien manquer des prochains épisodes et découvrir les coulisses. Je suis Marie-Noël et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode où nous continuerons à explorer ensemble les solutions concrètes pour un meilleur système de santé.